Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Mais cette semaine, nous recevons encore et un très bel invité. Je dis bonjour à Jean-Michel Cohen. Bonjour. Moi aussi, je vous dis bonjour. Tant qu'à faire le matin. C'est le matin, c'est tôt, et je dis bonjour quand même. Eh ben, c'est formidable. Vous êtes bien avec nous, vous êtes bien installés? Ouais, j'ai l'impression de faire un retour en arrière pendant la période où j'étais étudiant, donc je suis bien content. Ouais. Eh ben, c'est formidable tout ça. Alors on va passer de suite à la première séquence de cette émission, c'est l'interview. Réveil Média, l'interview. Le diététicien, je pensais que j'allais bugger sur ce mot-là, Jean-Michel Cohen. On a une petite habitude dans cette émission, on reparcourt la biographie de notre invité. Vous êtes d'accord ? Ça dépend jusqu'à quand vous remontez. Alors, il y a des périodes dangereuses. Oui, diplômé de médecine, vous vous êtes très vite tourné vers le monde de la nutrition et vous êtes aujourd'hui un véritable expert en la matière. Intervenant régulièrement dans les médias et sur Internet, vous avez notamment écrit plusieurs ouvrages. Dès l'année 1983, vous publiez Les obésités post-grossesse de 82 à 86. Vous avez été consultant pour les laboratoires Braun-Bruno. Vous avez notamment développé le principe de soluté hyperprotéinée pour les cas de dénutrition grave. Parallèlement, vous continuez l'écriture. Parallèlement, vous continuez l'écriture de plusieurs ouvrages sur le bien-être dans l'alimentation. Vous êtes le premier à avoir introduit l'utilisation de solutions à perfusion à base de triglycérine pour l'alimentation artificielle en réanimation. Et oui, c'est Jean-Michel Cohen, le premier. Par la suite, vous êtes approché par la petite lucarne, Jean-Michel Cohen. Vous animez de 2011 à 2012 la quotidienne Bien-être sur Direct 8, aujourd'hui D8 évidemment. Et vous étiez chroniqueur dans l'émission Seriez-vous un bon expert sur France 2 aux côtés de Julien Courbet. Cette année, vous avez expérimenté un nouveau type de régime, celui de végétalien, et non végétarien, végétalien, et vous avez pu prouver qu'il permet une espérance de vie plus longue. Aujourd'hui, on vous retrouve avec un nouveau livre, Oser la gourmandise, aux éditions Prisma, disponible depuis fin octobre. Et cette année également est sorti les 250 aliments santé et minceur aux éditions Flammarion. D'ailleurs, vous pouvez voir à l'écran le nouveau livre de Jean-Michel Cohen. Vous co-animez également le magazine de nutrition L'équilibre est dans l'assiette et l'équilibre est dans l'assiette chez vous sur MCS Bien-être aux côtés d'Éléonore Bocara que nous avons reçu d'ailleurs il y a 2 mois je crois. Voilà, on va de suite écouter l'audio clin d'œil pour notre invité. C'était dans la boîte aux questions d'ailleurs sur Canal+. Vous revenez de Canal+, mais c'était sur Canal+. Vous êtes accompagné à ce moment-là de Jean-Pierre Coff et de Cyril Lignac. Écoutez. Le plat le plus aphrodisiaque. L'asperge. J'étais sûr que tu allais dire ça ou la carotte. Non, l'asperge, parce que la carotte, excuse-moi, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Pour moi, non, c'est pas ce genre de plat. C'est quoi, toi? C'est un plat, c'est plutôt une avec crème du gingembre, fouettée, toi. une crème chantilly, un truc qui se lèche, tu vois. Parce que vous n'avez... l'asperge, ça se lèche pas, vous n'avez pas de vis, tous les deux. Vous êtes deux vieux cons. Mais c'est ce jeu, c'est un jeu. C'est pas du tout, je suis disqualifié. Eh ben, de bons souvenirs avec Jean-Pierre Coff et Cyril Lignac dans la boîte aux questions, Jean-Michel Cohen. Oui, parce que c'est des copains et de temps en temps, quand on est à la télé, on fait le show, mais fondamentalement, Coff, je l'aime bien et Lignac, c'est un pote depuis toujours. Depuis toujours, on s'amuse avec eux. C'est un peu le même monde justement, puisqu'aujourd'hui, vous revenez, enfin vous continuez plutôt avec Oser la gourmandise aux éditions Prisma, en vente depuis le 31 octobre. Alors vous proposez dans cet ouvrage 250 recettes légères et gourmandes pour celles et ceux qui souhaitent faire de chaque repas un moment d'équilibre, de gourmandise et de convivialité. Alors, la première question justement, pour être nutritionniste, est-ce qu'il faut être bon cuisinier ? Eh ben non, mais il faut le devenir. Mais la vraie anecdote, c'était que quand j'étais jeune médecin, donc interne des hôpitaux, quand je montais déjà dans les services, à une période où la nutrition, on la connaissait pas, j'allais interroger les malades, j'avais ma blouse blanche et il y avait les autres internes qui disaient « Mais c'est qui le mec là ? C'est le cuisinier là ?» Ah oui, d'accord. Et donc, c'est un métier qui a toujours flirté avec la cuisine. Et la chance aujourd'hui, c'est que la nutrition, c'est une science qui est un peu angoissante pour les gens à l'heure actuelle. Tout le monde se dit comment bien manger pour être en bonne santé, pour vivre plus vieux, etc. Et finalement, on a réuni le monde du plaisir qui est celui de la nourriture et de la cuisine, oui, avec le monde de la nutrition qui est manger sain mais sans culpabilité. Et c'est pour ça que les nutritionnistes sont devenus un peu cuisiniers et que les cuisiniers se sentent obligés d'être avec des nutritionnistes. Donc on a réussi finalement un mariage heureux. Quoique, franchement, je préfère Anne-Sophie Pic à Cyril Lignac pour me marier. C'est sûr. Donc vous êtes bon cuisinier aujourd'hui, maintenant. Ben, j'étais un bon cuisinier quand j'étais ça s'est perdu. Jeune papa. Comment ça? Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, je bosse beaucoup. Donc avant, il y avait une spécialité à la maison.
Ouais, non, mais C'est il y ça, avait- quand on pratique pas, on perd. Il y avait une spécialité à la maison qui nous a toujours fait rigoler. Il y Ça avait s'appelait aucune la sauce à la allusion. papaye. C'est-à-dire que je faisais une viande et comme je suis très gourmand, je faisais une sauce à la crème. Et mes filles appelaient ça la sauce à la papaye. Et mon gendre pensait que la papaye, j'utilisais le fruit. En fait, papaye, c'était simplement une expression pour dire qu'on faisait une escalope de veau à la crème. Ouais. D'accord. Mon cuisinier. Mais dans ce livre, alors j'ai feuilleté le bouquin, voir d'ailleurs ce que je vais faire pour Noël, dans le livre de Jean-Michel Cohen. Pour faire tous ces bons petits plats, vous êtes entouré d'une équipe, du coup, ou vous êtes seul? Oui, non, il faut Non. pas se faire d'illusions. La cadence à laquelle je publie des livres nécessite forcément que j'ai des équipes, à la fois des jeunes femmes et des femmes qui connaissent la cuisine et à qui je donne pour consigne d'élaborer sur des proportions arithmétiques des recettes qui soient des recettes de ménage. Ça veut dire, ça me saoule les recettes. Par exemple, quand j'ai essayé un jour de faire une vraie blanquette de veau, en fait, il faut 2 jours. C'est-à-dire, si vous faites vraiment le bouillon de veau, si vous Oui, faites il faut vraiment laisser le fond de sauce, poser, il faut 2 jours. Mm. Et en fait, c'est fini ce temps-là. Donc, il faut faire des cuisines simples, il faut que ça soit goûteux, il faut que ça corresponde à l'actualité. Vous êtes jeune, ça veut dire qu'a priori, dans votre tranche d'âge, on ne surveille pas trop la nourriture. Et vous avez raison, parce que tout jeune, enfin jusqu'à l'âge de 30 ans, mettons, en fait, on peut manger n'importe quoi. Le corps est tellement encore en bonne forme que Oui. finalement tout s'assimile. Mais un petit peu plus tard, on fait de la prévention. On fait de la prévention. Donc, dans ce Quoique livre... vous n'avez pas l'air si bien que ça, finalement. Ah bon? Ça c'est dit. Oui, je suis un peu balade aujourd'hui. Après aussi, même si on est jeune et qu'effectivement on peut peut-être plus se permettre des choses, j'ai l'impression, moi, qu'on a quand même des aliments en ce moment, enfin avec tout ce qu'ils mettent dedans, que ce soit des OGM, des antibiotiques dans la viande, qu'il faut que le corps, nous, même si on est jeune, n'est pas forcément n'anticipez pas préparé trop, à ça. parce que Quoi. je me prépare à éditer un livre fin mars qui sera un livre probablement plus sérieux que ce que j'ai fait ces 2 dernières années, sur lequel je vais essayer de vous déculpabiliser sur un certain nombre de choses, notamment les OGM, parce que le premier OGM qui a existé, c'est la pomme de terre que vous mangez aujourd'hui. D'abord, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a très peu d'aliments maintenant qui ne contiennent pas d'OGM. Ces produits ne sont pas toxiques du tout pour l'homme, ils sont toxiques par contre pour le futur de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà. Mais pour le reste, on vit beaucoup sur des rumeurs. Oui, mais les viandes clonées, les antibiotiques Mais dans vous savez, les ça, antibiotiques, par exemple, dans la viande, c'est un problème qui concerne l'élevage des bœufs, mais les Américains se battent avec les Européens. Derrière cette histoire, il y a une guerre économique. Ça veut dire que nous ne voulons pas de la viande américaine pour protéger les bœufs français. Eh oui. Mais en réalité, il n'y a pas moins de cancer en France qu'aux États-Unis. Donc ça signifie que, quelque part, c'était pas si toxique que ça. Au niveau des... Parce que vous avez des patients tous les jours, vous êtes médecin. Est-ce qu'il y a des patients qui n'osent pas faire de régime par peur de devoir se priver des aliments qu'ils aiment? Évidemment. c'est le tous les principe jours. Évidemment, le premier obstacle du régime, c'est que c'est chiant. Ouais. On va le dire franchement. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de vous taper un kebab à midi et une pizza le soir, et qu'on vous dit il va falloir manger 3 feuilles de salade, un steak haché et une pomme et la même chose le soir, la vie manque de piment. Et c'est justement le talent de la nutrition aujourd'hui, c'est de dire aux gens, c'est plus simple que ce que vous pensez, mais quelque part, il faut apprendre à accommoder les aliments pour les rendre goûteux. D'où l'intérêt de ce livre, Osez la gourmandise, n'ayez pas peur de manger. Alors, dans ce livre, il y a des choses sucrées, salées. On dit souvent que le sel est dangereux pour la santé. Est-ce que c'est le sel tout court ou l'excès de sel qui est dangereux pour la santé? Alors, excellente question, parce que c'est un combat qui a été excessif. Ça veut dire que, d'abord, on a parlé du sel en termes de maladies cardiovasculaires. On a toujours dit que c'était dangereux pour le cœur, l'hypertension, etc. La vraie problématique du sel aujourd'hui, c'est que ça érode, ça abîme les parois de l'intestin et de l'estomac. C'est ça. Et que ça laisse passer les substances environnementales, et il y en a de plus en plus qui sont toxiques. Ça veut donc dire que le sel nous pose un problème dans la mesure où l'environnement est devenu beaucoup plus pollué qu'auparavant, et on pense que 25% des cancers aujourd'hui proviennent de l'environnement. Donc trop de sel est dangereux, mais il faut quand même un peu saler ces aliments. Un peu salé. Oui, mais on n'en consomme pas, enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Dans les aliments tout fait, il y a déjà un excès de sel, donc voilà, c'est là Alors, où on le dit problème, ne rajoutez c'est pas ça, de sel c'est ça, dans le On vos est souci, plats. passé à une nourriture différente. Même dans Vous les avez boissons, complètement dans les différente. soda light, c'est blindé Ouais. de sel, tout ça. l'explosion de la nourriture de De rue. sel, vraiment? Vous avez vu l'explosion de la nourriture de rue. Ça veut dire que par rapport à il y a 10 ans, vous avez à tous les 2 mètres maintenant, vous avez un magasin qui vous vend tel sandwich, tel sushi, etc. Et pour rehausser le goût de ces aliments et pour les conserver, on utilise de plus en plus de sel. Donc en fait, c'est le sel caché qui nous pose un problème. Bah, c'est ça. pas le sel qu'on met sur la viande quand on sale, c'est le sel caché. Parce que les aliments sont déjà salés Voilà. et les consommateurs ne le alors, savent pas forcément. Du Voilà, coup. ils ne le savent pas. Et puis d'un Problème côté, ça vous d'information. pourrit la vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être en permanence en train de faire le bilan. Alors, combien j'ai mangé de sel, combien j'ai mangé de Oui. graisse, combien j'ai mangé de sucre. Et c'est pour ça que j'essaye de restaurer des rapports à la tradition alimentaire. C'est-à-dire, Ça me paraît c'est important. tout à votre honneur parce que
au moins, c'est vrai, moi aussi j'achète des petits plats, je me préoccupe jamais de savoir s'il y a un quota de sel à respecter. Vous savez très bien, par exemple, le matin au petit déjeuner, je sais pas si. Ah bah justement, c'était ma prochaine question. Tant mieux. Je vous laisse la poser. Non, mais justement, on entend souvent autour de nous que le petit déjeuner, c'est un des repas essentiels de la journée. Mais qu'est-ce qui se passe à long terme quand on ne prend pas bien son petit déjeuner le matin ? Il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui ont l'habitude de prendre un petit déjeuner et qui le sautent. Ceux-là, ils vont avoir une baisse de forme vers 11h. Et il y a des gens qui ne prennent jamais de petit déjeuner. Et ceux-là, ils n'auront pas de baisse de forme parce qu'ils ont adapté leur organisme à une répartition des aliments différente. D'accord. Ce qu'on constate aujourd'hui en France, et c'est le dernier sondage que vient de faire l'IFOP pour Danone, c'est que le grignotage est intégré dans les coutumes alimentaires françaises. Autrement dit, il y a un 4e repas. Et décaler le petit déjeuner pour en faire un goûter, ça pose aucun problème. C'est la répartition des aliments dans la morphologie en fait du corps qui s'adapte à la façon de manger. C'est vos habitudes, c'est ce que vous avez décidé de faire. Et comme on sait, aujourd'hui je me suis battu pour expliquer que je préférais qu'on prenne pas de petit-déj et qu'on donne aux enfants un goûter sain à amener en guise de collation dans la matinée, plutôt que de leur filer une brique de jus d'orange pourri avec une espèce de boîte de biscuits pour aller manger dans la bagnole parce qu'on les amène à l'école. Et ben, c'est mieux de leur filer une collation et de leur filer un petit sandwich au fromage à manger à 10h. Et comme ça, tous les autres gosses les imitent d'ailleurs. Jean-Michel Cohen, vous êtes également un homme de télévision aussi. Tous les Français vous connaissent. Vous présentez l'équilibre est dans l'assiette et l'équilibre est dans l'assiette et dans l'assiette chez vous sur MCS Bien-être avec Éléonore Bocara. Donc on l'avait reçu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est votre complice qui nous avait expliqué un peu le concept de cette émission. C'est un programme justement qui mêle bon plat et équilibre alimentaire décidément. En dehors d'être diététicien, est-ce qu'on peut dire trouvez-vous que plutôt que les émissions de cuisine aujourd'hui présentées à la télé ne mettent pas assez en avant l'équilibre et les bienfaits des plats qu'ils présentent? Pour être honnête, les émissions de cuisine, elles ont eu quand même comme raison un facteur économique. C'est-à-dire que je me tue à expliquer que par exemple le manger-bouger est un système qui sert l'industrie alimentaire parce que quand on vous dit si vous grossissez, c'est pas parce que vous mangez, c'est parce que vous bougez pas assez, forcément ça vous permet de manger tout ce que vous voulez et vous vous dites je ne bouge pas assez. Donc c'était un moyen de ne pas freiner la consommation alimentaire française. Les émissions de cuisine, elles ont eu la valeur de rapprocher les gens de la cuisine et de favoriser le lien consommateur-producteur alimentaire. Mais l'intérêt pour la cuisine est complètement et de redonner envie d'aller devant les jeunes générations, le balancier à la nourriture toute prête. Donc c'est vachement bien, c'est vraiment vachement bien. Et on intègre de plus en plus la nutrition, c'est le CSA qui l'a demandé. Et l'année prochaine, vous verrez que sur M6, vous le savez en premier quasiment. Un scoop. Oui, quasiment. À partir de février, on fera un programme court de nutrition sur M6. Ah, c'est super où ça. On va pouvoir expliquer, on va répondre aux questions des gens, mais des gens de tous les jours sur des thématiques simples. Est-ce que je peux sauter un repas? Est-ce que machin, etc. Et mon rôle, c'est ça. C'est pour ça que je suis un homme de télé pour vulgariser la nutrition. Je suis pas un homme de télé pour faire people au grand journal. Je le fais de temps en temps pour vendre des livres comme tout le monde. Mais je suis surtout là pour vulgariser mon métier. Formidable, Jean-Michel Cohen. Vous restez avec nous pour participer à nos rubriques. On va... Radio VL.